Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, jeudi 12 juillet, première séance de questions d'actualité ici au Sénat pour le nouveau gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Vous allez donc voir sur les bancs des ministres des nouveaux visages et peut-être les découvrir ici au Sénat. Alors au programme, des questions sur l'éducation, sur les retraites, sur les collectivités locales et bien sûr sur l'emploi. Peut-être êtes-vous déjà au courant, vous qui nous rejoignez à l'instant sur notre antenne. Eh bien, l'actualité, vous le savez, c'est la décision de PSA, du constructeur automobile, de supprimer près de 8000 postes en France, 3000 pour l'usine d'Aulnay en Seine-Saint-Denis, 8000 postes d'ici 2014. Voilà, nous en parlerons bien entendu avec les ministres qui viendront et les parlementaires qui viendront nous rejoindre dans On refait la séance. Vous le voyez sur les images, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, prend la direction à l'instant du plateau pour présider la séance des questions d'actualité. Je vous donne donc rendez-vous aux alentours de 16h pour On refait la séance. Mais pour l'instant, place aux premières questions d'actualité du nouveau gouvernement de Jean-Marc Ayrault. À tout à l'heure. La séance est reprise. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je rappelle que l'auteur de la question, de même que le ou la ministre pour sa réponse, dispose chacun de 2 minutes 30. La parole est à monsieur Claude Jeannereau pour le groupe socialiste et apparentés. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Redressement productif. L'annonce a été officialisée ce matin par la direction de PSA. Ainsi, ce serait près de 8000 emplois directs qui seraient supprimés sur différents sites, avec les conséquences que l'on peut deviner sur les familles, les sous-traitants, les bassins d'emploi. Et vous imaginez bien que l'impact économique et social réel sera donc bien au-delà de ces 8000 emplois. C'est une terrible nouvelle si elle est vérifiée pour l'industrie française qui a déjà perdu, faut-il le rappeler, 750 000 emplois sur les 10 dernières années. Et vous avez eu raison, Monsieur le ministre, et je vous cite, de craindre un choc pour la nation à l'annonce de cette nouvelle. Élu d'un département, le Doubs, où l'automobile est un secteur dominant, je suis particulièrement bien placé pour mesurer le poids décisif de l'industrie. Il n'est plus temps, bien sûr, d'épiloguer sur la stratégie de la direction de PSA, ou plutôt sur l'absence de stratégie du précédent gouvernement. Nous devons faire face ensemble à la situation. L'action du gouvernement, de Pôle emploi, des organismes de formation tels que l'AFPA sera bien sûr décisive, qu'il s'agisse de la reconversion des sites ou du soutien aux salariés licenciés et à tous ceux qui seront touchés. Mauvaise nouvelle également pour l'emploi. Faut-il rappeler que ceci intervient dans un contexte où la situation de l'emploi est difficile. Après 13 mois consécutifs de hausse, le nombre de demandeurs d'emploi tangente les 3 millions de personnes. Les jeunes sont particulièrement touchés. 22% d'entre eux ne trouvent pas de travail. Et de plus, vous le savez, la durée moyenne du chômage atteint aujourd'hui 13 mois. Monsieur le ministre, la nouvelle de ce matin, venue de PSA, invite à de nombreuses questions. La perspective de destruction d'emplois envisagée constitue-t-elle, à vos yeux, une fatalité définitive? Peut-elle encore être endiguée? Mais au-delà, comment assurer un avenir au secteur de l'automobile essentiel à la vie et à l'avenir économique de nos territoires? Je vous remercie de bien vouloir éclairer le Sénat sur ces différents points. Merci. Pour vous répondre, la parole est à monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Claude Jeannereau, c'est évidemment un choc pour le pays que cette annonce, il y a bien longtemps dans notre pays que nous n'avions pas eu des projets de cette nature aussi graves, aussi lourds et qui concernent de nombreux sites de PSA, Peugeot Automobile,
Citroën, Peugeot Sochaux. Vous le savez, la direction a annoncé que non seulement les structures du groupe seraient affectées, 3500 salariés, mais également le site d'Aulnay qui serait fermé en 2014, ainsi que 1400 salariés du site de Rennes, qui a déjà connu en 2009 une suppression massive d'emplois. C'est donc évidemment pour nous l'occasion de réfléchir sur le passé un instant, sans d'ailleurs accuser quiconque, car finalement nos prédécesseurs ont apporté une aide de trésorerie de 3 milliards d'euros à PSA sous forme de prêt, plus 1 milliard à la banque de PSA. Il y a eu évidemment toutes ces années le soutien public du crédit d'impôt recherche, la prime à la casse, le chômage partiel. Comment en sommes-nous donc arrivés là? C'est la première question. C'est la raison pour laquelle, avec l'appui du Premier ministre, j'ai décidé de demander à M. Emmanuel Sartorius, vice-président du Conseil général des mines, qui a déjà enquêté sur Renault et qui n'est pas, j'allais dire, membre de la filière automobile, qui aura le regard et l'indépendance nécessaires pour fixer et nous fixer, éclairer le gouvernement, la représentation nationale, le Parlement, ainsi que l'opinion publique sur les raisons d'une stratégie qui a conduit aujourd'hui à cette situation dans laquelle aujourd'hui PSA invoque les difficultés suivantes: 700 millions de pertes au premier semestre, consommation de 200 millions d'euros de trésorerie par mois, alors que l'année dernière, PSA a distribué 200 millions de dividendes à ses actionnaires. Comment a-t-on pu en arriver donc là? Alors je voudrais vous répondre, nous n'acceptons pas en l'état le plan développé par PSA. Nous allons donc questionner, en liaison avec les organisations syndicales qui auront leurs propres experts, qui vont examiner la situation, et nous allons ensuite demander à PSA d'abord de justifier la situation qui est celle-ci, et ensuite d'ouvrir un dialogue social que le Premier ministre a exigé comme devant être exemplaire et permettant d'examiner, y compris, toutes les alternatives les plus loyales. Et nous demandons à PSA d'examiner loyalement toutes les autres solutions que celles qu'il a réservées à plusieurs sites de France et notamment à ces milliers de salariés concernés, de familles. Et il est évident que la nation tout entière devra se rassembler autour de ce qu'est un symbole national, une histoire française, l'histoire de l'automobile et une grande entreprise comme Peugeot Citroën. La France a un avenir automobile, mais il faut que nous prenions les bonnes décisions. Toutes les stratégies, les solutions seront sur la table de la République. Nous les examinerons lorsque nous y verrons clair et que nous pourrons partager le diagnostic de la situation de PSA. Et ensuite, eh bien, nous reviendrons devant vous avec des propositions concrètes. Merci. La parole est à présent à Madame Hélène Lipietz pour le groupe écologiste. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, pendant 5 ans, une politique contraire à nos valeurs républicaines a été mise en œuvre. Humiliation des hommes et des femmes arrêtés comme des malfaiteurs, parfois en présence de leurs enfants et avec leurs enfants. Stigmatisation de ceux et celles qui leur viennent en aide. Reniement des promesses ministérielles de régularisation des travailleurs et travailleuses sans papier. Vous avez annoncé, Monsieur le ministre, une circulaire au préfet avec des critères clairs. Cette volonté d'application uniforme sur le territoire national d'un code que la gauche et les écologistes n'ont pas voté n'est qu'un palliatif, même si nous l'apprécions. Car les circulaires, vous le savez, Monsieur le ministre, n'ont pas valeur de loi. Les sans-papiers et sans-papières ne peuvent être des administrés de seconde zone, dont le statut est régi ou serait régi, par des circulaires. De plus, en laissant entendre que ces nouveaux critères n'augmenteront pas ou n'augmenteraient pas les régularisations annuelles, vous fixez a priori leur nombre indépendamment de toute réalité humaine ou de toute notion de justice. Or, ceux qui nettoient nos parkings et nos bureaux, celles qui s'occupent de nos jeunes enfants et de nos vieux parents, ceux dont les enfants sont scolarisés et qui ont le droit de vivre leur vie en France avec leurs camarades,
Bref, tous ceux qui font partie de notre environnement social depuis parfois de nombreuses années ont le droit à une vraie remise à plat de leur statut. À quand, Monsieur le Ministre, une refonte intelligente et digne d'une grande nation du Code de l'étranger et des séjours dit CESEDA? À quand la prise en compte législative des normes internationales ou encore la prise en compte des mariages rouges où le membre d'un couple en situation régulière fait du chantage ou va plus loin parfois en vis-à-vis de la sans-papière ou du sans-papier? À quand la gestion humaine des étrangers malades? À quand une véritable analyse du coût, mais surtout des apports des étrangers non européens à notre économie et à notre vivre ensemble? Bref, Monsieur le Ministre, à quand enfin une grande loi sur l'immigration, loin des fantasmes de ces dernières années? Merci. Monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Madame la sénatrice, vous voudrez bien excuser Manuel Valls qui est parti immédiatement à Chamonix compte tenu du drame qui est survenu de 9 alpinistes qui sont décédés à l'heure où nous parlons, et 4 étant portés disparus. Et naturellement, la présence du ministre de l'Intérieur était nécessaire. Madame la sénatrice, vous interrogez le gouvernement sur les critères de régularisation applicables aux étrangers présents sur notre territoire en situation irrégulière. Admettre au séjour est un acte important qui doit être pris selon des règles claires, compréhensibles et objectives. L'objectif est de mettre fin à tout arbitraire. Conformément à l'engagement présidentiel, des critères objectifs, transparents et appliqués uniformément sur le territoire seront mis en place. Un examen individuel de chaque dossier sera assuré. Ces critères sont simples. Les années de présence en France, la situation par rapport au travail, la scolarisation des enfants, les attaches familiales. Les étrangers non concernés feront l'objet de procédures d'éloignement dans des conditions qui respecteront leurs droits et leur dignité. Le gouvernement souhaite sortir des logiques de quotas qui empêchent tout simplement l'application du droit. Notre volonté est de mener une politique à la fois responsable et équilibrée. Il n'y aura pas de régularisation massive. Quant à la méthode, afin de travailler dans la sérénité et le dialogue, le ministre de l'Intérieur a décidé de consulter largement. Ainsi, dans les semaines à venir, Manuel Valls recevra les associations, les syndicats, les organisations impliquées. Ce travail mènera à la publication d'une circulaire dès le mois de septembre. Enfin, vous savez comme nous qu'une politique migratoire ne se résume pas au nombre de régularisations effectuées. C'est une politique globale et cohérente qu'il nous faut mener. La fermeté dans la lutte contre les filières d'immigration irrégulière doit se combiner à des procédures respectueuses des droits, ainsi car la place des enfants n'est pas dans les centres de rétention. Le ministre de l'Intérieur a publié la semaine dernière une circulaire visant, pour les familles, à privilégier l'assignation à résidence. Vous avez aussi manifesté le souhait d'une gestion humaine des étrangers malades. Comme vous le savez, l'article 29 de la loi de finances rectificative dont vous débattrez avant la fin du mois prévoit la suppression du droit de timbre de 30 € pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'État. L'enjeu, c'est aussi et surtout l'intégration républicaine des étrangers présents légalement sur notre territoire. Sur ce terrain-là aussi, abandonné depuis de nombreuses années, les Français nous attendent. Merci. La parole est à présent à Madame la Présidente Nicole Borvo-Cohen-Seat pour le groupe communiste républicain et citoyen. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait au Premier ministre et à son gouvernement. Monsieur le Premier ministre, lors de la conférence sociale qui vient de se tenir, vous avez mis à l'ordre du jour une négociation sur la sécurisation des emplois. Aussi, quand aujourd'hui,
comme l'a dit mon collègue, le groupe PSA annonce qu'il envisage de supprimer 8000 emplois, dont le site d'Aulnay-sous-Bois, où travaillent 3500 salariés. Le gouvernement est au pied du mur. Laissera-t-il supprimer 8000 emplois dans l'automobile après que l'État ait accordé 4 millions de prêts aux constructeurs? Monsieur le Premier ministre, nous avons constaté que le débat était ouvert sur les solutions, même si certains, le MEDEF en tête, soutiennent toujours les mêmes. Exonération de cotisations sociales, transfert du financement de la protection sociale des entreprises sur les ménages, TVA ou CSG, solutions qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité en création d'emplois. Loin s'en faut, les résultats sont là. Il y a d'autres choix possibles. Favoriser la demande en France par une hausse des bas salaires, diminuer les charges financières des entreprises, notamment les PME, développer une politique publique du crédit, mais aussi conditionner l'utilisation de fonds publics et les marchés publics. Que dire d'Airbus qui envisage de fabriquer les A320 commandés par les Américains aux États-Unis plutôt qu'à Toulouse? Que dire de l'entreprise Camiva qui dispose du marché des camions de pompiers, qui a fait de gros bénéfices l'an dernier et qui veut partir en Allemagne? Monsieur le Premier ministre, ma question, c'est l'urgence. Le temps nous est compté pour stopper la disparition annoncée de quelques 75 000 emplois, en réalité 3 ou 4 fois plus avec les effets induits, avec les conséquences dramatiques pour les familles, les comptes sociaux et les territoires. 13 000 dans l'automobile, 8 600 dans les transports, dont plus de 5 000 à Air France, 8 500 dans la distribution, dont 3 400 à la société Doux, 2 000 dans les banques et les assurances. Et ma liste est loin d'être exhaustive, vous le savez, il y en a bien d'autres. Monsieur le Premier ministre, comme je vous l'ai déjà demandé, il faut un moratoire sur les plans sociaux, s'appuyant sur des mesures législatives et réglementaires d'urgence. Vous avez évoqué, comme le Président de la République, la nécessité d'encadrer les licenciements abusifs. Il faut saisir le Parlement dans l'urgence. Merci. Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, Madame la Sénatrice, vous avez raison d'observer que nous faisons face actuellement à une hémorragie de plans sociaux qui avaient été soigneusement dissimulés dans la période électorale. Je veux dire en réponse aux protestations de l'opposition que Camiva a annoncé sa fermeture en Savoie le 7 mai, le lendemain des élections. Air France, c'était une semaine après que les dirigeants sont venus me trouver pour 3 500 départs volontaires. Les départs volontaires, ce sont des personnes qui perdent leur travail, même s'ils sont, je ne sais si on peut dire, d'accord pour cette situation. Bouygues a été annoncé préalablement au Premier ministre François Fillon il y a plusieurs mois sans aucune réponse et nous avons maintenant 600 personnes sur le carreau. SFR, ça vient d'être annoncé il y a quelques jours. Rio Tinto vient d'annoncer il y a un mois la fermeture en Savoie. Sanofi vient de débarquer à Bercy pour nous dire nous envisageons plusieurs milliers de suppressions d'emplois. Que ne l'aviez-vous dit plus tôt, car l'année dernière vous faisiez 5 milliards de bénéfices. Bref, vous avez raison, Madame la Présidente, ces dissimulations et ces silences ne nous empêchent pas de devoir réagir maintenant et de préparer l'avenir. En effet, la question est posée de savoir ce que le gouvernement entend faire et la nation tout entière face à des plans sociaux qu'on peut qualifier, comme l'a fait le Premier ministre dans son discours de politique générale, d'abusifs. Il y a des plans sociaux qui ne sont pas justifiés par la situation financière d'une entreprise. Il est nécessaire d'ailleurs que le législateur puisse se donner les moyens de faire le tri, de donner des contre-pouvoirs aux salariés. Tous ces éléments-là figure dans la négociation de la grande conférence sociale et fera l'objet, d'ailleurs un certain nombre de projets sont à l'étude, d'une discussion une fois que les partenaires sociaux auront constaté soit leur accord, soit leur désaccord, et nous souhaitons intervenir rapidement. Il est nécessaire que la puissance publique se réarme alors qu'elle s'est déclarée autrefois impuissante. Il est nécessaire que les groupes qui gagnent de l'argent ne profitent pas de la situation pour se défaire de le salarié. Nous avons déjà assez à faire des groupes qui perdent de l'argent et qui sont obligés de se défaire de leurs collaborateurs. À nous d'être intelligents collectivement et de faire en sorte que la France reste une grande nation productive et industrielle. Merci. Monsieur Christian Bourquin, pour le groupe de Rassemblement démocratique et social européen.
Monsieur le Premier ministre, il y a eu, après 81, une décentralisation pour redynamiser la France, pour relancer la France. Il y a eu, après 2002, une décentralisation pour faire des économies à la France, pour transférer les déficits de l'État vers les collectivités territoriales. Monsieur le Premier ministre, nous avons entendu votre discours de politique générale. Vous avez insisté sur ce point. Nous avons apprécié également vos objectifs. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à aller jusqu'à avoir un État-nation, l'État de notre République, qui serait régalien et qui garderait en son sein les 6 ou 7 thèmes prioritaires de service public en tout citoyen, en tout lieu, qui seraient la monnaie, les finances, l'éducation, la santé, la justice, la sécurité avec l'armée, avec la gendarmerie, la police. Bref, un État régalien et tout le reste de l'État en territoire, un État en région, un État en département. Êtes-vous prêt à mettre les moyens dans tout cela? Êtes-vous prêt à mettre les moyens financiers? Êtes-vous prêt à concerter l'ensemble des élus locaux pour travailler ensemble à cela? Êtes-vous prêt à aller à transférer et à mettre en place un pouvoir régalien, autonome, en territoire, comme ça a été fait dans des pays comme l'Italie, l'Espagne et d'autres d'Europe? Êtes-vous prêt à ce véritable bing-bang territorial? Monsieur le Premier ministre, est-ce dans cette voie que vous comptez aller? En tous les cas, si c'est le cas, les élus locaux que nous sommes sont prêts à travailler fortement à vos côtés. Merci. Pour vous répondre, Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bourquin, le Premier ministre a eu effectivement dans son discours de politique générale des phrases fortes qui nous ont tous marqués et il a rappelé aux uns et aux autres l'importance effectivement de la décentralisation et de la réforme de l'État comme les piliers du pacte de confiance que nous pouvons écrire pour le XXIe siècle. Pas de texte précis n'existe naturellement aujourd'hui et vous avez raison de parler de concertation. C'est d'autant plus important de le dire ici que l'exécutif, sous l'autorité de notre Premier ministre, attendra les résultats des États généraux qui se concluront par une grande rencontre que le président du Sénat et l'ensemble des sénateurs organisent à l'automne. Et pour nous, il n'est pas question d'anticiper ces conclusions, mais de les attendre pour parler justement de la grande question de l'adaptation des normes à la diversité territoriale. Ici, au Sénat, vous faites régulièrement des propositions importantes dans vos rapports. Je pense au plus récent, Patricia Schillinger sur les collectivités locales et l'emploi, François Marc et Pierre Jarlier sur les valeurs locatives foncières. Je ne parle pas volontairement du rapport d'Anne-Marie Escoffier sur les conséquences de la taxe professionnelle, puisqu'elle n'a pas eu l'heure de le présenter parce qu'elle est rentrée à mes côtés au gouvernement sous l'autorité de Jean-Marc Ayrault. Ces rapports doivent inspirer l'exécutif. Et nous voulons engager avec l'ensemble des associations d'élus une concertation sur le fond. Effectivement, vous avez raison. On peut écrire ensemble, avec vous, les sénateurs, et après vos mois de travail engagés, avec l'ensemble des associations d'élus, avec les citoyens, mais aussi avec la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, qui attendent de nous qu'on redise les grandes missions régaliennes de l'État, mais qui attendent de nous aussi qu'on parle de l'importance de l'action publique sur les territoires. Nous pouvons aboutir, monsieur le sénateur, à un texte de loi qui parlera de l'écriture, de la puissance publique du XXIe siècle, avec ce qu'est l'action publique et sa modernité en son début du XXIe siècle, ce que sera le sens de l'action publique sur tous les territoires de France. Et je ne doute pas qu'à vos côtés, nous réussirons ce pari d'avenir. Merci.
Monsieur Philippe Dallier, pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, les Français ont vécu 10 longs mois de campagne électorale qui auraient dû les éclairer, si ce n'est que le candidat Hollande s'est comporté comme un impressionniste dont la toile s'intitulait « Les riches paieront ». Touche après touche, depuis la fameuse tranche à 75%, tout fut dit pour laisser croire qu'il serait possible de sortir de la crise sans effort, si ce n'est pour les plus fortunés. Diminuer le nombre de fonctionnaires, pas nécessaire. Faire des économies, c'est de la rigueur. Améliorer la compétitivité de nos entreprises, que nenni. Même le front de gauche applaudissait, c'est tout dire, mais depuis, ils se sont calmés. Ainsi fut la campagne présidentielle, un véritable trompe-l'œil. Et pour durer jusqu'aux législatives, notre nouveau Premier ministre demanda à la Cour des comptes un audit, osant affirmer « Je ne connais pas la situation réelle du pays ». La Cour, je le rappelle, certifie les comptes de la nation depuis 2006 et elle vient de rendre son verdict. Et que dit-elle? Eh bien, ce que tout le monde savait, reconnaissant de facto les efforts et le courage du gouvernement précédent, qui a dû affronter une crise mondiale sans équivalent. Elle affirme pour 2012 qu'il n'y a pas, plus qu'à l'ordinaire, de dérapage des dépenses, mais qu'il faut compenser des recettes plus faibles que prévu, de l'ordre de 7 milliards. Et la Cour trace des pistes. Augmenter les recettes et diminuer les dépenses à parts égales tout en renforçant la compétitivité de nos entreprises. Voilà, mes chers collègues de la majorité, maintenant vous savez. Vous pouvez donc, comme Mme Lienemann, considérer, et je la cite, que le gouvernement n'est pas à la botte de la Cour des comptes, chacun appréciera, ou bien vous rendre à l'évidence. Qu'allez-vous faire? L'examen du prochain collectif budgétaire nous éclaire. 90% de ces 7 milliards viendront d'impôts supplémentaires, 10% seulement d'économies. Et vous supprimez la TVA sociale qui permettait de taxer les importations et d'abaisser le coût du travail en France. C'est une erreur dramatique. Et qui paiera la note? Les riches? Alors sont riches les 9 millions de salariés ou fonctionnaires qui perçoivent des heures supplémentaires auxquelles vous allez retirer en moyenne 500 € par an. Alors sont riches les 5 à 6 millions de salariés qui bénéficient de la participation ou de l'intéressement que vous allez surtaxer 12%. En 2013, il vous faudra trouver 25 milliards environ pour tenir les engagements de la France. Et voilà que vous préparez les esprits, sous couvert de dialogue social, à une augmentation de la CSG de 2 à 4%. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Quand direz-vous aux Français ce que vous entendez faire pour améliorer la compétitivité de nos entreprises et assurer le financement de notre protection sociale? Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances, va vous répondre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Dallier, je me demandais où vous alliez atterrir après ce réquisitoire que j'ai trouvé en réalité assez surréaliste. Parce que nous arrivons aux responsabilités après une campagne qui, contrairement à ce que vous avez dit, a été marquée par la lucidité. Nous n'avons jamais sous-estimé la situation du pays et nous avons bâti le projet présidentiel sur des hypothèses qui étaient prudentes, réalistes, crédibles, sérieuses. C'est cela qu'aujourd'hui nous défendons et c'est ce qu'a défendu le Premier ministre dans la déclaration de politique générale. Et la Cour des comptes que vous appelez à la rescousse a été très exactement dans ce sens-là. Je ne veux pas insister trop sur les responsabilités qui sont les vôtres. Elles sont écrasantes. Mais je veux quand même dire ce qu'est la situation du pays aujourd'hui, attestée par les chiffres européens et nationaux. C'est un triple déficit auquel nous sommes confrontés. C'est d'abord un déficit de croissance, d'emploi et oui, de compétitivité. Vous avez le culot de parler de cela alors que vous laissez un déficit du commerce extérieur de 70 milliards d'euros et alors que l'emploi a reculé de 450 000 l'emploi industriel pendant le dernier quinquennat. C'est ensuite un déficit de crédibilité budgétaire, car nous trouvons 600 milliards d'euros, 600 milliards, c'est le chiffre exact, de dette publique en plus et des déficits qui sont encore supérieurs à 5,2% en 2011. Et c'est enfin un déficit de confiance, car à force de zigzaguer, à force d'être dans la confusion des objectifs, à force de revenir sur les politiques, d'aller dans un sens puis dans l'autre, votre politique a été illisible et elle a fait perdre confiance à tous les acteurs, y compris en Europe, par rapport à la France. Voilà ce que nous faisons. Eh bien, la politique que conduit le Premier ministre et le gouvernement, c'est une politique de redressement dans la justice,
Nous irons vers le redressement des comptes publics tout d'abord, et vous savez que nous aurons ici, dans cette Assemblée comme à l'Assemblée nationale, un débat sur les orientations budgétaires, une loi de finances rectificative qui corrigera vos erreurs, et puis ensuite un projet de loi de finances qui ira vers les 3%. Voilà ce que nous ferons. Vous m'interrogez enfin sur la compétitivité. Croyez que nous aurons, nous, une politique globale, une politique ambitieuse, une politique qui mettra l'accent sur tout ce qui renforce l'innovation, la recherche, l'industrie. C'est cela notre politique, c'est le contraire de la vôtre. Merci. Monsieur Hervé Maurey pour le groupe de l'Union centriste et républicaine. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous interroger sur la grande conférence sociale, titre officiel de la réunion qui a mobilisé plusieurs centaines de participants au Palais d'Iéna pendant plusieurs jours pour ce qui s'apparente, pour rester dans l'épopée napoléonienne, un véritable Waterloo de la prise de décision. On reprochait au précédent président de décider avant de réunir les partenaires sociaux. Eh bien vous les réunissez et vous ne décidez de rien, ce qui est certainement nettement mieux. Car que reste-t-il de cette conférence, louable dans ses intentions et de son ordre du jour, sinon des images et des mots? Malgré l'urgence de la situation, vous renvoyez à plus tard les décisions en mettant en place un processus de dilution des responsabilités où doivent intervenir comités d'experts et organismes divers tels que le nouveau comité du dialogue social et de la prospective. Nous lançons un processus nouveau qui déjà nous dépasse, a déclaré le président de la République. Et c'est vrai qu'en ce domaine, comme dans bien d'autres, vous semblez totalement dépassé par les événements et par la réalité. Le sommet social n'aura toutefois pas été vain, puisqu'il semble que le président de la République ait désormais conscience que notre pays souffre d'un problème de compétitivité. C'est nouveau pour lui qui déclarait face à Nicolas Sarkozy « Sur la compétitivité, est-ce que l'on peut faire mieux ?» Écho à peine masqué à la phrase de François Mitterrand « Sur le chômage, on a tout essayé ». L'heure serait donc à la compétitivité, même si vous avez pris soin de ne pas utiliser ce mot, Monsieur le Premier ministre. Parfait. Mais alors pourquoi vous entêter à vouloir supprimer la TVA anti-délocalisation, justement destinée à améliorer la compétitivité des entreprises, en allégeant les charges qui pèsent sur les entreprises et en taxant les importations? Pourquoi également supprimer les exonérations de charges sur les heures supplémentaires, ce qui alourdira encore le coût du travail? Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, un tel dogmatisme? Il se dit que vous envisageriez d'accroître la CSG, mais vous n'osez pas l'annoncer, préférant renvoyer la question au Haut Conseil de la protection sociale. Et je dois dire, Monsieur le Premier ministre, que je comprends votre gêne, puisque vous ne deviez faire payer que les riches. Or, la CSG, vous le savez aussi bien que nous, frappera non seulement les riches, mais aussi les classes moyennes et populaires, les actifs et les retraités. Elle impactera immédiatement et directement le pouvoir d'achat en n'épargnant finalement que les importations. Pourquoi ce choix, Monsieur le Premier ministre? Merci. Monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je vous trouve un peu excessif. Alors que j'avais cru, en vous écoutant l'autre jour, après la déclaration de politique générale, enfin en tout cas lors de ma venue, à 2 reprises la semaine dernière au Sénat, que vous étiez plus pragmatique, plus attentif au dialogue. Mais je m'aperçois que vous reprenez quasiment tous les arguments du président sortant. Je vous rappelle la façon dont était conçu le traitement des problèmes. Il avait même envisagé un référendum pour décider de la formation des chômeurs, comme si c'était une réponse à une solution, à un problème réel. Oui, nous avons décidé d'une autre méthode, de tourner la page du mépris des partenaires sociaux et au contraire, les réunir pour traiter les problèmes, trouver des solutions face aux grands aux grands défis qui se posent au pays. Et vous le savez bien, nous avons l'actualité qui nous le rappelle. Une actualité brutale qui provoque des chocs. Les salariés qui ont le sentiment souvent d'être des variables d'ajustement, à qui on ne demande jamais rien, qu'on n'associe pas en amont au suivi de la gestion des entreprises. Et je pense en particulier à ce qui se passe à PSA, chez Peugeot. Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, vient de l'évoquer il y a quelques instants. Vous trouvez normal que dans notre pays, qui a à faire face à des restructurations industrielles,
qui a à faire face à la perte d'emplois industriels. Je rappelle 750 000 emplois perdus en 10 ans dans l'industrie. Ça, c'est la réalité. Trouvez-vous normal que les représentants des salariés ne soient pas présents dans les conseils d'administration des entreprises pour être informés en amont des stratégies des entrepreneurs qui, souvent, pour des raisons de court terme, pour des raisons financières, envoient dans le mur des groupes industriels en entier qui se traduisent par des milliers de licenciements. Eh bien, cette méthode-là, cette façon de faire, elle est terminée. Nous voulons tourner la page. Alors, pour tourner la page, en effet, mesdames et messieurs les sénateurs, nous avons pris l'initiative d'une grande conférence sociale, qui est une première en effet. J'ai été frappé à cette occasion, pendant les 2 jours de réunion, par la soif de dialogue, d'écoute de tous ceux qui étaient là, c'est-à-dire aussi bien les représentants du patronat, des grandes entreprises, des entreprises moyennes, des petites entreprises, des représentants du secteur de l'économie sociale et solidaire, des représentants des professions libérales, mais aussi des représentants de toutes les organisations syndicales, les plus représentatives comme les plus petites, qui étaient là et qui attendaient qu'on les respecte, qu'on les écoute et qui souhaitent, à condition qu'on trouve les bons compromis, les bonnes solutions, les bonnes réponses, participer, elles aussi et eux aussi, au redressement du pays. Alors j'aurais aimé que vous aussi, vous soyez présents pour participer au redressement du pays, plutôt que d'ironiser, plutôt que d'utiliser des solutions qui n'ont pas marché ou qui appauvrissent une partie des Français. Vous avez ici, il y a quelques instants, revendiqué une décision qui sera soumise à votre Assemblée pour être supprimée, qui est tout simplement le prélèvement de 12 milliards d'euros sur les classes populaires et les classes moyennes à travers l'augmentation de la TVA. Voilà ce que nous proposons aux parlementaires. Alors évidemment qu'il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de règles du jeu à changer. Mais ça ne peut pas se faire sans le dialogue et sans l'écoute. Vous avez les entreprises en difficulté. Et là, nous proposons aux partenaires sociaux d'engager une négociation pour qu'on soit capable à la fois d'examiner situation par situation ce qui se passe. Quand des entreprises connaissent de vraies difficultés transitoires, eh bien, il faut trouver les solutions pour préserver l'outil industriel, préserver les emplois. Lorsque ce sont des situations beaucoup plus dramatiques, alors là, il faudra envisager aussi des réponses adaptées. Et puis lorsque des licenciements sont envisagés et qu'ils sont abusifs, qu'on a souvent qualifiés de boursiers, même si les entreprises concernées ne sont pas toutes cotées en bourse, alors il faudra mettre en place de nouvelles règles. Ce que nous voulons, c'est l'efficacité économique, ce que nous voulons, c'est la justice, c'est le respect du droit des salariés, c'est le respect du droit du travail, et c'est là-dessus que nous avons proposé aux partenaires sociaux d'engager une négociation. Vous avez évoqué le financement de notre protection sociale, bien sûr, et le coût du travail. Eh bien, nous avons un objectif, une ambition, c'est de préserver un système de protection sociale qui est au cœur même du pacte républicain. Nous ne sommes pas de ceux qui disent le coût du travail est moins élevé en Chine ou en Inde et qu'il faudrait le rattraper. Nous savons que ce n'est pas possible et nous ne voulons pas aller dans cette direction. Mais pour autant, avec nos partenaires, en particulier en Europe, la question peut se poser du coût du travail, en particulier dans le secteur industriel. Nous devons l'examiner objectivement. C'est pour ça qu'il faut à la fois concilier le financement de notre système de protection sociale tout en regardant en face certaines situations. Mais ça ne peut se faire que dans la franchise, dans le diagnostic partagé, dans la discussion et la négociation. C'est pour ça que nous avons décidé, et je l'ai dit à la conclusion de la grande conférence sociale, de saisir le Haut Conseil sur le financement de la protection sociale pour analyser tous les points qui concernent le financement de notre protection sociale. Et ensuite, vous nous reprochez de ne pas agir, mais je vais vous rassurer. Ensuite, au premier trimestre de l'année 2013, nous engagerons avec les partenaires sociaux, sur la base de ces travaux, une discussion. Et ensuite, courant de l'année 2013, le gouvernement prendra ses responsabilités, vous aurez à prendre les vôtres, puisque le Parlement sera saisi de propositions très concrètes et très pratiques, avec un objectif, je le répète encore, assurer la survie de notre système de protection sociale,
la garantie de son accès à tous, et je pense en particulier à la santé et à la retraite, et en même temps assurer l'avenir de notre économie, de nos entreprises et de la compétitivité de nos entreprises. Enfin, un dernier point concret. Face à la situation urgente dans le domaine de l'emploi, nous avons décidé d'engager pendant l'été une concertation, non pas une négociation, une concertation avec les partenaires sociaux, pour préparer les conditions pour la rentrée parlementaire d'octobre, et cela sera soumis, d'un projet de loi pour créer les emplois d'avenir. Le président de la République s'était engagé pour 150 000 emplois. Nous vous proposerons d'en décider 100 000 dès la rentrée prochaine. Et puis enfin, vous savez que nous avons également proposé la négociation d'un contrat de génération, c'est-à-dire de maintenir dans l'emploi des seniors que l'on jette trop souvent comme déjà trop vieux et inutiles aux entreprises. Nous voulons préserver leur maintien dans l'emploi. Mais en même temps, nous voulons, en contrepartie des aides que l'État accorde aux entreprises, que soit négociée l'embauche d'un jeune en CDI pour trouver un travail et en même temps bénéficier du transfert d'expérience des salariés les plus âgés. Eh bien, nous proposons aux partenaires sociaux de négocier dans les branches des réponses adaptées pour que, dès l'année prochaine, dès le début de l'année prochaine, nous puissions signer les premiers contrats de génération. Vous voyez bien que nous ne renvoyons pas à un horizon éloigné les solutions. Nous nous attaquons dès maintenant aux problèmes, mais nous voulons décider non pas tout seul, parce qu'on sait que quand on décide tout seul, c'est l'échec assuré, avec les partenaires sociaux, contribuer dans la justice et l'efficacité au redressement du pays. Merci. La parole est à présent Monsieur David Assouline pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, dans cet hémicycle, personne ne peut être indifférent à l'état de notre école publique et à son avenir, parce que personne ne peut être indifférent à notre jeunesse, à son éducation, à sa formation, pour le redressement de notre pays. Depuis 10 ans, notre pays chute chaque année au classement qui évalue les acquis des jeunes de moins de 15 ans des pays de l'OCDE. L'échec scolaire augmente et 150 000 jeunes sortent du système scolaire chaque année sans qualification et sans diplôme. Les incidents graves, violences verbales ou physiques, ont augmenté en particulier depuis 2008. Le métier d'enseignant n'attire plus et la réforme dite de mastérisation a aggravé la situation. Un chiffre, 18 000 candidats au professorat en 2010 contre près de 35 000 en 2009. Dans le même temps, la France est devenue le pays de l'OCDE ayant le plus faible taux d'encadrement en primaire et qui est dans le peloton de queue de ceux où les inégalités sociales ont l'impact le plus fort sur les inégalités scolaires. Ce qui est encore plus criant dans les DOM. Dans cette situation, vos prédécesseurs ont pensé que c'était le bon moment pour réduire indistinctement et drastiquement l'encadrement humain. Ainsi, 66 000 postes ont été supprimés depuis 5 ans, 15 000 classes ont été fermées. Et pire, 1 500 postes d'IRAZ pour soutenir justement les élèves les plus en difficulté ont été ainsi supprimés. Oui, c'est vrai, les moyens n'impliquent pas forcément les résultats. Mais sans moyens minimum, Monsieur Raffarin, il ne peut y avoir de pédagogie adaptée, ni de résultats satisfaisants. Et ces moyens minimums n'existent plus. Ma question est simple, Monsieur le Ministre, dont on sait l'attachement profond à l'école de la République, justement comme pilier de notre République laïque. Qu'allez-vous faire en général pour redresser la situation dont vous héritez et concrètement, dans l'urgence, pour la rentrée prochaine? Merci. Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Assouline, vous avez dressé un tableau sévère mais juste de la situation qui est celle de l'école française. Mais dans la mesure où c'est notre tradition, la France républicaine s'est construite par et autour de son école, le tableau que vous dressez va très au-delà de la simple situation de l'école. Lorsqu'on attaque l'école, on attaque la France de demain et on attaque aussi cette identité nationale républicaine que certains ont voulu, dans le précédent mandat, aller chercher du côté du rapport à l'étranger ou à l'immigration, tournant le dos à nos valeurs communes. Lorsque le président de la République, François Hollande, a décidé de faire de l'école sa priorité, c'est non seulement pour accorder des moyens à l'école, mais c'est pour réunir l'ensemble de la nation autour d'une cause qui est la sienne depuis 2 siècles. Par rapport à la situation que vous avez évoquée, nous voulons à la fois que la nation se rassemble et se dépasse autour de quelques éléments qui peuvent, je crois, faire consensus et nous permettre sans doute de résoudre des difficultés qui sont quand même anciennes. D'abord, la priorité au primaire. Nous sommes un pays, vous avez rappelé le taux d'encadrement, dans lequel le primaire est mal encadré. Ça a empiré ces dernières années. Les difficultés des élèves, lorsqu'ils sont au collège, lorsqu'ils sont au lycée, lorsqu'ils sont même à l'université, elles viennent en réalité des premières années. Il faut donc mettre l'essentiel de nos moyens sur le primaire. C'est l'engagement du président de la République. Et il s'est traduit dès la rentrée 2012, où le précédent gouvernement avait encore prévu 14 000 suppressions de postes, dont plus de 5 000 en primaire, plus de 700 classes rurales, par 1 000 postes accordés aux primaires. Je peux aujourd'hui vous faire l'état des lieux de cette répartition. Il fallait viser d'abord les zones en difficulté. 250 postes sont allés directement vers les zones urbaines sensibles et les zones les plus en difficulté. Il fallait être capable d'assurer qu'il y ait un meilleur encadrement dans les régions et départements en difficulté. 500 postes ont été ciblés sur ces départements. Et il fallait enfin, et c'est la première fois qu'on a accordé cette attention, cibler les zones rurales particulièrement touchées ces dernières années. 250 réouvertures de classes sur les 750 fermetures projetées seront opérées à la rentrée. Cette action doit être conduite dans la durée. Le secondaire a été aussi, bien entendu, pourvu. Nous devons agir tous ensemble dans la durée. Nous devons être capables de grandes réformes de structure. Les moyens que le président de la République et le Premier ministre mettent à notre disposition doivent permettre une refondation de l'école de la République, qui sera aussi une refondation de la République par son école. Merci. Madame Catherine Trundlé pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, d'abord permettez-moi un petit message à l'adresse de Monsieur le Premier ministre. Il est parti. Néanmoins, je vais quand même délivrer mon petit message. Monsieur le Premier ministre avait qualifié ce mercredi l'opposition à l'Assemblée nationale comme étant désemparée. Je souhaitais le rassurer, puisque l'opposition au Sénat est structurée, offensive et pragmatique et également sereine. C'est la majorité du Sénat courte, privée de vote de confiance, qui est sans doute quelque peu désemparée. Ma question s'adresse à M. Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. À peine 50 jours se sont écoulés, Monsieur le ministre, depuis votre entrée rue de Grenelle, que vous vous hâtez déjà de refonder l'école. Pourtant, comme vous devriez le savoir, c'est un domaine qui nécessite plus que de simples critiques des actions menées par le gouvernement de François Fillon pour être modernisé. D'ailleurs, en quoi ce dernier a-t-il malmené l'éducation, comme vous le proclamez, en diminuant le nombre de professeurs? Mais, Monsieur le ministre, n'est-il pas vrai que depuis les années 60, les effectifs des professeurs n'ont cessé de croître sensiblement, alors que dans le même temps, les effectifs des élèves diminuaient fortement? Ces réductions de dépenses ne sont-elles pas justifiées quand l'ensemble de notre modèle social est menacé par la crise économique que nous traversons? Afin de refonder l'école, vous organisez une concertation sur l'éducation, inédite, comme vous le prétendez. Auriez-vous déjà oublié le débat national sur l'avenir de l'école qui a conduit à la loi d'orientation de 2005 ? Monsieur le ministre, il faudra bien plus qu'une simple concertation pour réformer l'école. Les parents d'élèves voudraient par exemple savoir ce qu'est devenue votre volonté d'envoyer des professeurs expérimentés dans les zones d'éducation prioritaire.
Pour quels motifs, pour quels objectifs vous lui assignez à cette concertation? Pour l'instant, nous n'en connaissons qu'un seul, réformer les rythmes scolaires, et là, pas de concertation, aucun dialogue. Rassurez-nous, Monsieur le ministre, vous avez bien conscience que cette réforme va coûter cher aux collectivités. Le retour à la semaine de 4 jours et demi induira des coûts de cantine, des coûts de transport, la réorganisation des CLSH et de leur personnel, et vous n'avez pas jugé nécessaire d'instaurer un dialogue avec les collectivités locales en charge de ces budgets. Monsieur le ministre, ma question est simple. Comment comptez-vous prendre en compte l'augmentation budgétaire que va représenter la réforme des rythmes scolaires pour les collectivités? Merci. Merci, Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Madame, d'abord, je suis tout à fait heureux de savoir que vous êtes pleinement sereine et je souhaite que vous conserviez cette sérénité tout au long des 5 ans. Je n'en doutais pas. Ensuite, malgré tout, j'ai trouvé dans vos propos de très nombreuses approximations qui vont me permettre quand même de rectifier quelques points. D'abord, je ne pense pas que vous puissiez vous féliciter, quand vous voulez évoquer le bilan du gouvernement Fillon, des difficultés que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays pour assurer les remplacements. C'est aujourd'hui devenu impossible, étant donné cette pénurie de professeurs, accueillir les enfants de moins de 3 ans, former nos professeurs, être en capacité d'assurer la réussite de tous. Je vous indique par exemple que 90% des lycéens professionnels, et vous avez pu voir cette année que leurs résultats ont encore baissé au baccalauréat, sont en échec dans les premiers cycles universitaires. Je ne peux pas penser que tout cela vous satisfait, de la même façon que notre plongée systématique et continue dans les classements internationaux. Notre but n'est bien entendu pas uniquement de faire de la concertation. Je ne crois pas non plus d'ailleurs que vous puissiez vous réjouir, mais je ne pense que ce n'est pas le cas, du fait qu'on soit revenu à la semaine de 4 jours et donc que les enfants de France aient seulement 140 jours d'école par an, c'est-à-dire 40 jours de moins que l'ensemble des autres enfants des pays de l'OCDE, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont moins d'heures de cours et donc les journées les plus surchargées. Tout cela mérite maintenant que nous refondions ensemble notre école. Dans un ton, je l'ai dit tout à l'heure, je crois au rassemblement autour de l'école. Je pense qu'il est sot de vouloir diviser la nation autour de l'école. Et ça a été beaucoup fait ces derniers temps. Opposer les professeurs, les parents, les collectivités locales, ce n'est pas la bonne méthode et ce ne sera pas la nôtre. Et donc construire. Toutes les collectivités locales, ma chère madame, ont été reçues, toutes les associations. À plusieurs reprises, vous demanderez à Jacques Pélissard, vous demanderez aux maires ruraux, vous demanderez à Claudie Le Breton, vous demanderez au président de région. La consultation est d'ailleurs animée, et c'est la première fois dans l'histoire de notre pays, parmi ces 4 représentants, par un président de région. L'ensemble des représentants des associations d'élus siègent dans les différents groupes. Je me suis rendu systématiquement, non seulement devant les parents d'élèves, les syndicats, mais aussi les associations de maires et de grandes villes. La négociation a lieu. Bien entendu, cela devra être pris en charge par l'intérêt général, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui y concourent, et y compris, madame, il y a des engagements à prendre, les collectivités locales. Ça fait partie aussi de vos responsabilités. Il doit y avoir l'union, bien entendu, des mouvements d'éducation populaire et des associations, des collectivités locales qui, d'ailleurs, aujourd'hui sont les premiers investisseurs en un accroissement de dépenses sur la question éducative, et de l'État. Et il ne faut pas qu'il y ait des fausses généralisées entretenues par des propos qui sont trop approximatifs et trop polémiques pour être utiles au pays. Merci. La parole est à Monsieur Ronan Kerdraon pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Le 2 juillet, comme l'avait promis François Hollande, candidat à l'élection présidentielle, comme l'avaient proposé depuis des années les groupes progressistes ici au Sénat comme à l'Assemblée nationale, comme l'attendaient des milliers de salariés, vous avez mis fin à l'un des symboles d'inégalité, je dirais même de dogmatisme, du précédent gouvernement, en instaurant maintenant la retraite à 60 ans pour les carrières longues. Votre décret met un terme à la pénalisation profondément injuste, directement issue de la réforme des retraites de 2010. Des travailleurs ayant débuté tôt leur carrière, des chômeurs, des travailleurs handicapés, des femmes, des mères. Votre décret, c'est aussi la reconnaissance des accidents de la vie.
Je dois vous dire le soulagement de celles et ceux que je rencontre qui sont concernés par ce dispositif et votre reconnaissance de l'urgence sociale dans laquelle ils se trouvaient. Il était bien du devoir de la République de dire aux femmes et aux hommes qui ont tant travaillé qu'ils peuvent relever la tête et être fiers de ce qu'ils ont apporté à la société. Madame la ministre, sur ce dossier, le gouvernement a agi avec célérité. Vous avez su aussi laisser du temps, par la conférence sociale qui s'est tenue en début de semaine, à la concertation, la vraie, parce que seul le dialogue social permettra la cohésion nationale et l'acceptation par le plus grand nombre de cette nécessaire réforme dans la justice et l'efficacité. Quel contraste, mes chers collègues, avec les 3 semaines de débat qui nous ont réunis ici il y a 2 ans. Quel contraste. Madame la ministre, nous connaissons vos qualités d'écoute et votre volonté de trouver des solutions concrètes, pérennes et justes. Car ne nous trompons pas, il ne s'agit pas seulement de réparer des injustices sociales, ce sont aussi des choix d'avenir, des choix économiques. Nous agissons aujourd'hui pour éviter la grande précarité de demain, notamment celle des plus fragiles, notamment celle des femmes. Madame la ministre, ma question est la suivante. Dans ce débat sur les retraites qui s'annonce, quelle est votre feuille de route pour remettre la France à l'endroit, pour que la France réelle, celle qui se lève tôt, celle qui travaille, parfois dans des conditions pénibles, soit, une fois n'est pas coutume, respectée et ne soit plus sacrifiée à la logique des marchés. Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Kerbraon. Je vous remercie d'avoir rappelé qu'à travers la réforme des retraites, ce qui se joue bien au-delà des mesures qui concernent des dizaines et des dizaines de milliers de Français, c'est la volonté de reconnaître, de respecter, d'intégrer ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie au travail, à notre société et qui ont permis à notre pays de se développer. Parce que la réforme qui a été imposée par le gouvernement précédent, non seulement est une réforme qui n'est pas financée, et c'est la raison pour laquelle nous allons devoir nous remettre au travail, mais cette réforme a été profondément injuste, parce que tout l'effort qui a été demandé a été imposé à celles et à ceux qui ont eu les métiers difficiles, à celles et à ceux qui ont commencé à travailler jeunes, à celles et à ceux qui ont eu des carrières pénibles, des carrières hachées, qui ont connu le chômage et l'inactivité. Le président de la République s'était engagé à mettre fin, dès son accession aux responsabilités, à cette injustice profonde. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez rappelé, j'ai, sous la responsabilité du Premier ministre, pris un décret qui permet à celles et ceux qui ont commencé à travailler à 18 ou 19 ans, qui ont cotisé la durée requise, de partir en retraite dès 60 ans, sans attendre 62 ans. Et je l'ai fait après avoir consulté l'ensemble des organisations syndicales et patronales pour entendre leurs demandes, les préoccupations des Français. Et ils ont souhaité que la durée cotisée soit calculée en tenant compte des temps éventuels de chômage, dans la limite de 2 trimestres, et des temps de maternité, car jusqu'à maintenant, la réforme du gouvernement ne permettait pas de reconnaître la place des femmes, l'engagement des femmes qui doivent pouvoir à la fois travailler et avoir des enfants. Alors maintenant, nous devons aller au-delà, parce que, comme vous l'avez souligné, la réforme qui a été adoptée par le précédent gouvernement n'est pas financée. Et au terme de la conférence sociale, eh bien, nous avons décidé que le Conseil d'orientation des retraites allait pouvoir présenter les estimations pour les années à venir, engager à partir du début de l'année prochaine une concertation dans le cadre d'une commission qui présentera des options de réforme à court et moyen terme, et le gouvernement commencera les discussions avec les partenaires sociaux à partir du printemps prochain, dans la perspective d'une réforme qui soit à la fois juste, financée et équilibrée. Merci. Monsieur Jean-Jacques Hyest, pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, vous me permettrez quand même de dire que le respect de tous fait qu'on doit tenir toutes les questions avant 16 heures. C'est la règle que nous avons toujours suivie. Il est 4 heures, il est 16 heures. Bon, alors quelques petits coups de brosse à reluire en moins n'auraient pas nui pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer.
Alors, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames les ministres, ma question s'adresse à Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Dans sa campagne présidentielle, le candidat François Hollande affirmait vouloir des sanctions immédiates et systématiques contre les délinquants et promettait d'être intraitable, notamment envers les petits caïds. Vous pouvez applaudir. Applaudissez. Enfin bon. Or, un certain nombre d'annonces semblent vouloir détricoter tous les dispositifs votés jusqu'à présent pour lutter contre la grande délinquance et la criminalité. Suppression des tribunaux pour les mineurs récidivistes de 16 ans, abandon de la rétention de sûreté, suppression des peines planchers, et je dois avoir manqué quelques-unes de vos déclarations. Quant à la suppression de l'expérimentation de la présence de jurés en correctionnel, elle est sans doute le gage à donner à certains corporatismes, mais elle ne va pas dans le sens de la meilleure participation des citoyens à la justice. Dans le domaine pénitentiaire, si l'on veut améliorer le taux d'exécution des décisions de justice, tout en favorisant l'aménagement de peine et améliorer la condition carcérale, pensez-vous réellement qu'il soit responsable d'arrêter les programmes de construction d'établissements pénitentiaires? Et je ne parlerai pas des contrôles d'identité ou des conséquences qu'il va bien falloir régler de la suppression de la garde à vue pour les étrangers en situation irrégulière. Voilà quelques signaux qui ne peuvent qu'inquiéter sur la volonté du gouvernement d'agir avec fermeté contre la délinquance et la criminalité, ce qu'attendent la grande majorité de nos concitoyens. Alors, Madame le garde des Sceaux, pouvez-vous nous donner les grandes lignes de la politique que vous entendez mener dans ce domaine? Et j'espère que vous allez pouvoir nous rassurer. Merci. Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Hyest, nous étions ensemble la nuit dernière. En tout bien, tout honneur, au vu et au su de tous, puisque c'était ici dans l'hémicycle, et vos propos nocturnes étaient d'une autre modération. Je vais vous répondre, Monsieur le sénateur. Je vais vous répondre. Vous avez le souci des tribunaux correctionnels pour mineurs. Vous avez fait de la propagande autour de cette innovation que vous avez introduite dans la loi d'août 2011. Une propagande qui consistait à laisser entendre qu'il n'y avait pas de tribunaux pour juger les mineurs de 16 à 18 ans récidivistes. C'est totalement faux. Et ces tribunaux correctionnels pour mineurs que vous avez mis en place ont jugé depuis janvier 2012 65 mineurs, soit 2% des mineurs concernés, et ont prononcé des peines équivalentes ou plus clémentes que celles des tribunaux pour enfants, ce qui prouve que la défiance que vous avez montrée à l'égard des juges pour enfants était déplacée autant que déshonorante. Par contre, vous avez désorganisé les juridictions. Sur les peines planchées, Monsieur le sénateur, là aussi vous avez fait de la propagande. Vous avez laissé croire qu'elle servirait à aggraver les sanctions contre la grande délinquance et la criminalité. C'est faux aussi, parce que le code pénal permet, et les juges le font, le code pénal permet des sanctions. Par contre, les peines planchées ont aggravé, ont accentué le prononcé de peines courtes. 45% des détenus purgent une peine de moins de 6 mois, Monsieur le sénateur. Et vous savez que les peines courtes sont génératrices de récidives. Vous le savez tellement que votre majorité d'alors avait produit une loi pénitentiaire pour échapper à cette difficulté des courtes peines dans les prisons. Vous nous parlez de l'accumulation de vos lois, 30 lois pénales en 5 ans. C'est la preuve d'une frénésie et très probablement d'un affolement. Mais surtout la démonstration de l'impuissance de votre politique pénale. Vous avez empilé des textes parce que vous avez réduit les effectifs de juges d'application des peines, d'éducateurs, de psychologues, de psychiatres, de conseillers d'insertion et de probation. Le résultat, c'est un taux de surpopulation carcérale qui varie de 120 à 200%. Et qui atteint 300% dans les Outre-mer. Voilà ce que vous avez fait. Vous êtes enfermés dans cette spirale. Quant à la peine de sûreté, vous avez défait ce que la gauche avait fait, c'est-à-dire le suivi socio-judiciaire.
Nous savons, vous faites des empilements de lois, mais vous ne faites pas d'évaluation. Il y en a une, par contre, il y en a une, et elle vous dessert, parce qu'elle démontre que la récidive est beaucoup plus importante chez les personnes qui ont été incarcérées que chez celles qui ont exécuté leur peine en milieu ouvert. Donc effectivement, monsieur le sénateur, notre politique ne sera pas la vôtre. La vôtre fut brouillonne. Elle a généré de l'incarcération à outrance et de la surpopulation carcérale. Vous avez légiféré sur tout, sur les chiens dangereux, sur les halls d'immeubles, sur le racolage passif. Effectivement, nous ne ferons pas la même chose. Nous ferons en sorte que le service public de la justice soit au service des citoyens avec efficacité, comme l'a dit le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. Et je suis sûre que nous trouverons quelques parlementaires UMP qui auront ce souci de la qualité du droit et de l'efficacité de la justice. Merci. Mes chers collègues, toutes les questions, toutes les réponses ont été diffusées sur France 3. Nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h15 pour la suite du débat sur la politique commune de la pêche. La séance est levée. Voilà, vous avez pu suivre en direct sur Public Sénat la séance de questions d'actualité. Tout de suite, nous refaisons la séance. Voilà, une séance de questions d'actualité qui a été un petit peu plus longue que prévu. Il y avait de nombreuses questions sur un thème qui domine lors de ces questions d'actualité. C'est bien sûr la question de l'emploi et des restructurations qui sont en cours dans la filière automobile et cette annonce de PSA de supprimer de nombreux emplois, notamment 8000 emplois d'ici 2014. Là, rien que pour l'usine d'Aulnay, près de 3000 emplois. Et j'accueille avec nous monsieur Jean-Pierre Raffarin. Bonjour, sénateur de la Vienne. Bonjour. Ancien Premier ministre, bien sûr. Monsieur Raffarin, vous avez entendu les différentes réponses, que ce soit celle d'Arnaud Montebourg ou celle du Premier ministre concernant PSA. Est-ce qu'elles vous ont contenté, ces réponses? Mais surtout, que peut faire l'État? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas faire de polémique sur le sujet. J'ai trouvé que cette séance était trop polémique. Je trouve que le gouvernement, globalement, est resté dans le ton de la campagne électorale et n'a pas encore pris le ton vraiment de l'action gouvernementale. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de faire face à notre déficit de compétitivité. Ce qui arrive chez PSA est extrêmement cruel et c'est dû principalement à l'écart de compétitivité. Dans un colloque récemment où il y avait beaucoup de personnalités économiques présentes, M. Gallois, dont on connaît les proximités à gauche, disait qu'il nous faut un choc de compétitivité car nous ne saurons pas les emplois sans cela. Et donc je crois qu'il faut travailler sur ce sujet. Et moi je pense qu'il faut travailler de manière unitaire dans le pays et qu'il faut travailler la droite et la gauche ensemble pour préparer cette réduction de notre écart de compétitivité. Monsieur Raffarin, je vous livre cette déclaration qui a été tout à l'heure de Bertrand Delanoë sur notre antenne qui disait « L'État doit protéger les salariés, mais financer à perte une production qui ne serait pas vendue, c'est hors de question ». Est-ce que ça veut dire que l'État doit faire des choix aujourd'hui? Bien sûr que l'État doit faire des choix. Est-ce que c'est possible? Et bien sûr que les entreprises aussi doivent faire des choix. Mais ce qui est très important, c'est de faire en sorte que les conditions de production en France soient comparables aux conditions de production chez nos principaux concurrents. Notamment, pourquoi l'Allemagne réussit à l'exportation? Une voiture sur 3 est allemande en Chine. Donc on voit bien qu'il y a à Shanghai notamment une présence de Volkswagen et d'Audi qui est très très forte. Donc il faut aider nos entreprises pour qu'elles aient des performances, mais pour ça, il faut que le coût du travail, il faut que l'organisation administrative et politique de notre pays soit de sorte qu'elles puissent mettre nos entreprises à égalité avec leurs concurrentes. Le coût du travail, vous en parliez, et Jean-Marc Ayrault vous a répondu aussi lors de cette grande conférence sociale qui a eu lieu en début de semaine. Ils vont supprimer la TVA sociale qui avait été notamment presque aboutie lors du dernier quinquennat. Est-ce que ça suffira pour redonner de la compétitivité? Moi, je ne voudrais pas qu'il y ait un débat partisan sur ce sujet. Je pense qu'il y a vraiment besoin pour l'emploi d'une union nationale. Et donc, moi, je suis prêt à discuter de ces questions-là. Je suis favorable à la TVA sociale parce que je pense qu'elle fait en sorte que les produits qui sont importés
participent à l'effort national, mais je pense qu'il faut en discuter, mais faire de la politique sur ces sujets avec un esprit partisan, je pense que la situation est trop grave, car PSA n'est pas la seule entreprise aujourd'hui qui connaît un vrai problème de compétitivité pour son développement. Et donc il faut traiter cette question ensemble avec la vision de l'unité nationale. C'est un sujet extrêmement grave et annonciateur d'un certain nombre de difficultés. Alors Monsieur Raffarin, si vous pouvez rester une petite minute encore avec nous. Benoît Hamon, ministre, nous a rejoint, ministre socialiste, évidemment, ministre délégué à l'économie solidaire et sociale, bien évidemment. On voudrait quand même vous entendre sur ce point de PSA. On en discutait avec M. Raffarin. Qu'est-ce que peut faire l'État? On a compris qu'il y avait une solidarité, qu'il fallait une solidarité entre l'UMP, la gauche et les différents partis. Mais concrètement, qu'est-ce que vous pourrez faire? Est-ce que vous pouvez lutter contre ces suppressions d'emplois? D'abord, il n'y a pas de fatalité à ce que l'on vend ici, sur le marché européen, ne soit plus produit ici. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une migration, une forme de transhumance de la production industrielle automobile vers des pays qui sont des pays hors de l'Union européenne. Et la première question, c'est qu'on l'a constaté pour l'automobile, on l'a constaté pour les équipementiers, c'est de faire en sorte que les investissements sur les chaînes de production se fassent en France. Ça se fait d'ailleurs, mais ce ne sont pas des producteurs français qui le font. C'est Toyota. Toyota qui met plus de 200 millions d'euros et qui investit à Valenciennes. Pourquoi? Parce qu'elle vend la Yaris où? Aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Ce que nous voulons dire, c'est que les entreprises françaises, dès lors qu'en plus, elles ont dégagé parfois des bénéfices qui ont justifié qu'elles distribuent des dividendes, dès lors qu'elles ont capté une grande partie de l'aide publique qui était destinée à faire en sorte de maintenir la localisation de la production ici, que celle-ci ait une stratégie de développement qui se fonde sur la localisation de leur production ici, dès lors qu'elles vendent ici. Alors on a bien compris, Monsieur Raffarin, vous qui connaissez bien la Chine, compris, ça veut mais dire... c'est quand même ça le plus important. Bien sûr, mais je connais bien la Chine, Monsieur Raffarin, il y va souvent. Ça veut dire que les Chinois, les Allemands, ils sont plus intelligents que nous? Ce serait ça alors? Volkswagen a montré récemment que les produits et les profits faits en Chine servaient à avoir des salaires plus élevés chez Volkswagen en Allemagne. Donc là, je pense qu'il y a un débat. Mais ce que dit M. Hamon n'est pas faux. Je veux dire qu'il est clair qu'on a un effort de production à faire. Moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir une vision idéologique sur ces sujets. Il faut regarder clairement quand on a intérêt à avoir une usine à l'extérieur pour faire en sorte que le marché puisse être accessible de l'intérieur d'un autre pays. Il faut défendre des implantations chez nous. Je pense que tout ceci doit être fait avec un esprit pragmatique et pas un esprit partisan. J'ai trouvé la séance de questions là tout à l'heure beaucoup trop partisane par rapport à un sujet pour lequel il faut se rassembler parce qu'il est très grave. Merci beaucoup, Monsieur Raffarin. Benoît Hamon, je poursuis un peu la discussion avec vous. Je sais que vous devez partir, alors on va faire assez court. Il y a eu une table ronde. Vous avez animé l'une des 7 tables rondes lors de la grande conférence sociale qui s'est tenue à Paris. Il était notamment question de l'emploi, des salaires des grandes entreprises et des salaires des grands patrons. Finalement, on a entendu beaucoup ce mot concertation au cours de cette grande conférence, des projets, un agenda. Mais est-ce qu'il y a des choses concrètes qui sont sorties? Mais énormément de choses concrètes. On n'a pas l'impression, sincèrement, oui, mais bon, c'est peut-être parce qu'il y en a beaucoup. On vient par exemple de décider, je ne prends que la table ronde que j'ai animée, une des 7 sur les salaires. On vient de décider de se mettre d'accord à la rentrée, en lien avec les partenaires sociaux, sur les conditions et les mécanismes de revalorisation du SMIC, pour l'indexer davantage sur la croissance ou la productivité, et faire en sorte que demain, l'évolution du SMIC se fasse en fonction de la réalité de l'évolution du coût de la vie. On a pris un engagement à ce que dans les branches, on s'engage à des négociations pour rattraper les minima conventionnels par rapport au SMIC et faire en sorte que la trajectoire salariale de ceux qui sont au-dessus du SMIC leur permette de voir augmenter leur pouvoir d'achat. On s'est mis d'accord pour mettre à plat la question de l'épargne salariale. On s'est mis d'accord pour un projet de loi sur la rémunération des hauts dirigeants. En tout cas, je ne dis pas qu'il y a un accord entre tous les partenaires sociaux, mais pour que par la loi, on lutte contre ces formes de rémunération abusive d'un certain nombre de dirigeants qui ont des rémunérations qui n'ont plus rien à voir avec la décence, surtout quand ce sont les mêmes qui réclament de leur part de leurs salariés des efforts, voire même qui font des plans sociaux. Donc là-dessus, on avance, et on avance de manière extrêmement concrète. Ça, plus les emplois d'avenir qui seront mis en œuvre dès la fin 2012 pour 2013 et qui permettront aux jeunes faiblement qualifiés d'avoir accès à l'emploi, plus les négociations sur l'égalité salariale, les conditionnements ou la conditionnalité des exonérations de cotisations patronales, j'en passe et des meilleurs. Il y a énormément de choses concrètes, mais c'est mieux qu'on discute
pour que les réformes soient efficaces plutôt que de les imposer par le haut. C'est vrai, mais par contre, on entend souvent ce mot concertation. On a l'impression que ce sont des grands rendez-vous qui vont avoir lieu. Et on entend peu le mot proposition et de choses concrètes, finalement. Alors, Nicole Borvo, qui vient de nous rejoindre, présidente du groupe communiste ici au Sénat, vous avez posé une question sur la sécurisation des emplois. Et là, Benoît Hamon pourra peut-être nous répondre sur la sécurisation des emplois et cette urgence. Est-ce qu'il faut une loi à l'Assemblée et au Sénat? Une loi sur la sécurisation des emplois, Benoît Hamon. Sur la sécurité sociale professionnelle et le fait de maintenir l'emploi, ça dépend de... Absolument. C'était la question de Nicole Borvo tout à l'heure. Nous, on pense aujourd'hui, très concrètement, par exemple, sur le fait qu'il y a des emplois qui sont menacés dans des entreprises qui sont en bonne santé. Qu'il faut donner des instruments supplémentaires aux salariés. D'abord, le droit préférentiel de rachat par les salariés de leur entreprise quand il y a deux offres identiques. Première chose. Deux, qu'on crée les moyens, notamment dans des entreprises qui sont en difficulté, de faciliter la reprise par les salariés, notamment sous la forme de SCOP. C'est un des projets sur lesquels moi je travaille et qui nous amènera à créer de nouveaux statuts. Enfin, là on a des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent et qui cassent délibérément l'outil de production. Délibérément. Pour aller gagner de l'argent ailleurs, il faut demain que les salariés aient les moyens de se protéger contre des pratiques qui sont des pratiques inacceptables. Voilà. Merci beaucoup Benoît Hamon. Nicole Borvo, est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse du ministre? Écoutez, moi, si j'ai interpellé le Premier ministre aujourd'hui, c'est pas pour mettre en cause la conférence sociale et ce qu'il a dit sur la sécurisation des emplois. Je trouve effectivement qu'il y a besoin de travailler sur la sécurisation des emplois. Mais évidemment, si on travaille pour le futur sur la sécurisation de l'emploi et qu'on ne se préoccupe pas de l'urgence aujourd'hui à garder les emplois qui sont en train, alors qu'on est en train tous les jours de nous dire que des milliers d'emplois vont disparaître, on n'aura pas réussi. Parce que pour l'instant, à l'heure actuelle, l'urgence, c'est d'empêcher que de nouveaux emplois, il y a déjà plus de 3 millions de chômeurs, il y a déjà 350 000 emplois industriels qui ont disparu depuis 5 ans. Donc si on ne garde pas les centaines de milliers qui sont en train de partir, qui vont partir maintenant, où les boîtes annoncent qu'elles vont les faire partir maintenant, évidemment on a attendu les élections pour le sortir, qu'il y avait des milliers et des milliers d'emplois qui sont prêts à disparaître. Donc pour moi, montrer qu'on veut sécuriser les emplois, c'est montrer ce qu'on fait tout de suite. Et j'ai dit, le gouvernement est au pied du mur, parce que bien entendu, il n'est pas responsable de ce qui ne s'est pas fait avant. Mais ceci dit, maintenant, il faut montrer que la politique peut quelque chose. Et donc, moi, j'ai demandé un moratoire pour étudier ensuite les solutions à apporter, mais un moratoire sur les plans sociaux qui sont aujourd'hui annoncés. Alors, je salue Chantal Joanneau, sénatrice UMP de Paris, qui vient de nous rejoindre. Chantal Joanneau, on vient d'entendre Nicole Borvo à l'instant qui dit... Finalement, encore une fois, l'héritage, si on vous entend bien, tout ce qui s'est passé jusque-là pendant 5 ans, c'est peut-être un peu facile. On va poser notamment la question à Chantal Joanneau, votre réponse? Ça, c'est la rengaine habituelle de l'héritage de nos prédécesseurs, mais la question de l'emploi, fondamentalement, plus on assommera les entreprises de charges nouvelles et de difficultés nouvelles, moins il y aura d'emplois. C'est ça le vrai problème, le vrai sujet aujourd'hui. Les entreprises, voilà. Avec le résultat qu'on connaît. Écoutez, franchement, la compétitivité des entreprises françaises de charges, ça donne les résultats d'aujourd'hui. Donc ça ne donne en rien, ça permet de créer des emplois. Madame la sénatrice, si vous permettez, la compétitivité des entreprises françaises s'est dégradée, et pour des raisons de coût d'une part, et pour des raisons d'investissement stratégique d'autre part. On a lancé le grand emprunt pour relancer de nouveaux secteurs. Effectivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on a relancé ce grand emprunt. Et ça, c'est une belle réussite. On a pris des dispositions pour réduire le coût, non pas le coût des salaires, parce que les salaires nets sont trop bas, mais le coût global du travail. Et ça aussi, il faut poursuivre dans cette voie. Alors, on entendait Jean-Pierre Raffarin ici sur le plateau qui disait au début que c'était une session de questions très partisane. Vous avez senti aussi qu'il y avait une opposition frontale entre les partis aujourd'hui? La question partisane, c'est que, par exemple, moi je dis, ça fait pendant 5 ans, on a baissé les cotisations sociales pour les entreprises. On a fait des cadeaux aux entreprises. Les dividendes n'ont cessé de croître et on dit qu'il faut continuer pour créer des emplois. Or, le résultat, il est là aujourd'hui. C'est tout, c'est un constat. C'est pas partisan, c'est un constat. Donc, moi, je dis d'ailleurs au gouvernement, vous n'allez pas faire la même chose. Abaisser le coût du travail en baissant les cotisations avec des bas salaires, ça a été une trappe aux bas salaires. Ça, c'est vrai que les salaires sont très bas, mais en matière d'emploi, ça n'a pas eu de résultat. Tout le monde peut le constater puisqu'il y a plus de 3 millions de chômeurs. Il y en a plus. Il y en a beaucoup plus, il y en a 1 million de plus qu'il y en avait il y a 5 ans. Donc il faut faire autre chose. Chantal Joanneau, d'un mot, on va passer à un autre sujet juste après. Tout le monde peut aussi constater que la dégradation de l'emploi en France a été inférieure à celle de la zone euro. Et que vous ne pouvez pas
Vous ne pouvez pas distinguer la situation de la France d'une situation globale de la zone euro. Mesdames, on va changer de sujet. Vous avez beaucoup d'actualités toutes les deux. Nicole Borvo, vous avez tenu une conférence de presse ce matin, notamment sur la situation de la carte judiciaire. Pour vous, c'est une catastrophe, cette carte judiciaire telle qu'elle a été présente jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, le rapport, c'est une occasion manquée. Vous voyez, alors, c'est le titre, une occasion manquée. Ah. Rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Ce qui s'est passé avec cette réforme brutale de la carte judiciaire a été d'abord une épreuve très lourde pour tous les personnels concernés, c'est-à-dire les magistrats, les fonctionnaires, les élus, les usagers. Donc voilà le résultat. Maintenant, nous avons constaté que cette épreuve était passée et qu'on n'allait pas remettre sur le chantier une nouvelle réforme de la carte judiciaire pour éprouver encore plus les gens. Mais le problème, c'est d'en tirer les conséquences pour l'avenir et de ne plus jamais faire de façon aussi brutale une réforme de la carte judiciaire ou d'ailleurs toute autre réforme d'envergure comme l'a fait la garde des Sceaux de l'époque, Madame Dati. Maintenant, il y a d'autres choses à voir. C'est l'organisation judiciaire, il y a l'organisation des cours d'appel, il y a peut-être créer un tribunal de première instance. On a fait beaucoup de propositions, donc il faut les examiner tranquillement et je pense que la garde des Sceaux aura le souci d'examiner notre rapport. Tranquillement, Merci. vous l'avez dit. Merci Madame Borvo. Je me retourne vers vous, Chantal Joanneau. Vous aussi, vous avez remis un rapport de cette mission sur les dispositifs médicaux implantaires et les interventions à visée esthétique. Finalement, c'est ce problème qu'on a connu avec les prothèses mammaires, les prothèses PIP, si je me trompe, si vous m'arrêtez si je me trompe. Quel est le bilan que vous pouvez retirer de cette mission d'information que vous avez, dont vous êtes présidente? Oui, et le rapporteur, c'est Monsieur Bernard Cazeau. Le bilan qu'on en tire, c'est que le scandale sanitaire qui avait été prédit lors du débat sur la loi médicaments est arrivé. Et c'est un scandale sur des dispositifs médicaux implantables. Alors, il y a les prothèses mammaires, mais il y a aussi les prothèses de hanches, les prothèses de genoux, les pacemakers. Donc des dispositifs qui, aujourd'hui, touchent beaucoup de Françaises et de Français, qui en toucheront encore plus demain avec le vieillissement de la population. Le système de sécurité sanitaire tel qu'il existe aujourd'hui ne garantit nullement la sécurité de ces dispositifs. Parce que la législation européenne les confond avec des produits qui seraient simplement soumis aux règles de libre-échange et pas à des règles de sécurité sanitaire, et parce qu'en France aujourd'hui, nous n'avons pas de dispositif qui permet de suivre chaque patient pour être sûr qu'en cas de difficulté, on va tout de suite détecter la difficulté et arrêter soit d'implanter ces systèmes, soit rappeler les patients pour les traiter au plus vite. Merci beaucoup Chantal Joanneau, merci de nous avoir fait part de ce rapport que vous avez remis aujourd'hui. Avant de passer au prochain débat avec David Assouline, sénateur PS qui vient de nous rejoindre, je vous propose d'écouter à nouveau sur la situation de PSA le ministre Arnaud Montebourg. Il s'exprimait tout à l'heure dans l'hémicycle et on va en débattre à l'instant avec Philippe Dallier, sénateur UMP qui vient de nous rejoindre. Mais écoutez d'abord le ministre Arnaud Montebourg. Alors je voudrais vous répondre, nous n'acceptons pas en l'état le plan développé par PSA. Nous allons donc questionner, en liaison avec les organisations syndicales qui auront leurs propres experts, qui vont examiner la situation, et nous allons ensuite demander à PSA d'abord de justifier la situation qui est celle-ci, et ensuite d'ouvrir un dialogue social que le Premier ministre a exigé comme devant être exemplaire et permettant d'examiner, y compris, toutes les alternatives les plus loyales. Et nous demandons à PSA d'examiner loyalement toutes les autres solutions que celles qu'il a réservé à plusieurs sites de France et notamment à ces milliers de salariés concernés, de familles. Et il est évident que la nation tout entière devra se rassembler autour de ce qu'est un symbole national, une histoire française, l'histoire de l'automobile et une grande entreprise comme Peugeot Citroën. Voilà, nous nous retrouvons ici, salle des conférences, pour faire un petit débat. Messieurs, David Assouline, du sénateur PS, Philippe Dallier, sénateur UMP. Philippe Dallier, sénateur UMP de Seine-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis-Aulnay, qui est touché aujourd'hui. Oui. L'onde de choc de cette annonce, à travers tout le département, vous l'avez ressenti, ça fait déjà presque un an qu'on en parle. Écoutez, effectivement, il n'y a pas seulement PSA Aulnay-sous-Bois qui sera concerné, il y a beaucoup de sous-traitants installés dans le département et plus généralement ailleurs en France. Donc c'est vrai que personne ne peut être indifférent à la fermeture du site. Maintenant, il faut en analyser les causes. Je crois que j'ai trouvé le ton d'Arnaud Montebourg modéré et c'est tant mieux ainsi. Ça ne sert à rien de jeter des anathèmes en pointant du doigt le patronat, etc., comme souvent certains le font. Je crois qu'il faut regarder effectivement ce qui s'est passé. Mais il y a un vrai problème de compétitivité, vous êtes d'accord, David Assouline? Il va falloir régler ça très vite. Que peut faire le gouvernement?
Il n'y a pas qu'un problème de compétitivité, parce que Arnaud Montebourg a été modéré pour ne pas dire que ce bilan-là ou ce plan-là, c'est la faute de l'équipe gouvernementale précédente ou Nicolas Sarkozy, puisque l'État, à ce moment-là, a donné quelques milliards à PSA. On retombe dans des questions partisanes dans ces cas-là. L'État n'a pas donné des milliards, il a prêté de l'argent à la filière automobile pour la soutenir. C'est pas une critique. Ce que je dis que non, là je ne critique pas. On vous écoute, David Assouline. Il faudrait justement être moins sur la défensive et écouter. Je dis Arnaud Montebourg a été respectueux parce que il a dit tout ce que l'État a fait pour aider la filière automobile. Il dit que là, il y a une responsabilité de ceux qui dirigent cette entreprise. Ce n'est pas possible qu'ils aient masqué à ce point les choses, qu'ils aient attendu si longtemps pour réagir, qu'ils aient distribué des millions de dividendes aux actionnaires alors qu'il y avait des pertes et alors qu'ils prévoyaient une situation Très bien, aussi ça c'est le dure. constat, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Voilà, je crois que Arnaud Montebourg a dit, d'abord, il faut absolument que l'État accompagne, que les alternatives à cette décision, puisque les syndicats le demandent, ils disent souvent, nous ne sommes pas présents dans les conseils d'administration où on peut prévoir et offrir d'autres solutions à la direction. Philippe Dallier, donc ils veulent que de façon loyale, d'autres solutions soient examinées. Il va falloir effectivement maintenant quelque chose de très fort, où tout le monde assume ses responsabilités, le patronat, l'État et les syndicats pour une alternative. Une loi contre les plans sociaux, c'est ça, Philippe Dallier ? On voit, et j'allais dire la démonstration est patente, combien c'est difficile d'être aux responsabilités, parce que dans l'opposition, on peut tout dire. Une fois qu'on est aux manettes, effectivement, il faut effectivement... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez tout dire aussi? Mais non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas entendu de solution dans la bouche de mon contradicteur ici. Ce que je dis, c'est qu'une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent. L'année dernière, le bénéfice de PSA a été divisé par deux. C'est normal que PSA fasse ça, pas du tout. tout. Laissez-moi terminer. L'année dernière, le bénéfice de PSA a été divisé par deux. Pour les 6 premiers mois de l'année, ils sont dans le rouge. Voilà. Donc l'entreprise perd de l'argent. Il faut en analyser les causes. Il faut se reposer le problème globalement de la compétitivité dans notre pays. Nous avions fait le choix de la TVA sociale. Nous avions fait le choix de la TVA sociale pour pénaliser également les importations et les faire contribuer à la baisse du coût en France. Cette solution est abandonnée. Aujourd'hui, on ne sait d'ailleurs pas ce que va proposer le gouvernement. On nous parle d'augmenter la CSG entre 2 et 4%. Pourquoi faire? Est-ce que c'est effectivement pour transférer une partie du coût de la protection sociale? Nous n'en savons rien aujourd'hui. Donc moi, j'interroge le gouvernement. Maintenant, je suis dans l'opposition. C'est plus facile. On a un problème de compétitivité. Il y a certainement des cas où effectivement, il y a des patrons voyous. Ça existe et on en a vu. Dans le cas de PSA, il va falloir y regarder de près. PSA, et je pense que l'entreprise... Mais pas du tout. C'est pas ce que je dis. Je dis que l'entreprise a manifestement des difficultés. Je dis qu'il y a des cas, il y en a eu, mais pour autant là, on a une entreprise qui est une grande entreprise française et qu'il faut respecter. Qui a été bien gérée pour en arriver là. Regarder les choses de près pour comprendre, et après on pourra prendre des décisions. David Assouline, juste une question, et après je vous laisserai. La CSG, est-ce que c'est la TVA sociale de gauche? Bon, ça veut rien dire ce que vous me dites, parce que le problème, ça veut rien dire. Je vous pose juste la question. Non, mais vous avez le droit de poser les questions que vous voulez, mais la TVA, elle portait sur les couches populaires et les classes moyennes 17 milliards de ponctions supplémentaires. C'est absolument injuste et c'est inefficace au moment où on a besoin de défendre le pouvoir d'achat pour soutenir l'économie qui est déjà en grande difficulté. Il y a des gens, on ne peut pas aller plus loin, vous comprenez? Pendant que certains distribuaient des dividendes, il y a des gens qui se posent le 15 du mois comment ils continuent à mettre un peu à manger dans l'assiette de leurs enfants et s'ils peuvent payer le loyer. Donc il y a des choses sur lesquelles nous avons des convictions profondes, pas seulement en termes de valeur, mais en termes d'efficacité. On nous parle de la compétitivité. Oui, c'est quand même le maître mot, visiblement. Oui, alors parlons-en, puisque ça fait quand même 10 ans que la droite est aux affaires et nous parle de compétitivité. Quand vous avez dit ça... Elle nous parle de compétitivité. Sauf que quand elle est arrivée en 2002, il y avait 3 milliards d'excédent commercial de la balance commerciale. Aujourd'hui, nous sommes à un déficit de 70 milliards. Il y a bien des gens qui doivent rendre des comptes et arrêter de donner des leçons. Donc nous, maintenant, nous voulons et nous avons la conviction que c'est par la justice qu'on rend la croissance et la compétitivité possibles, parce que quand il y a justice et équité,
toute la France se mobilise parce qu'ils pensent qu'ils sont dans la même barque et qu'il n'y a pas des gens qui profitent sur le dos des autres. C'est la méthode de M. Hérault et de François Hollande. Amen. Il y a que ça à dire. Continuez à moquer. Mais oui, je moque vous savez, parce que nous sommes gentils de ne pas vous demander plus de comptes que ça. Nous savons que le débat TVA sociale ou CSG, il est sur la table. Tout le monde l'a bien compris. Monsieur Assouline fait encore semblant de ne pas le voir. Donc vous allez être obligé de prendre des décisions parce qu'il y a un problème de compétitivité et ce débat du financement de la protection sociale. Et c'est là où vous avez raison. Pendant des années, on n'a pas osé le mettre sur la table à droite et vous vous gardiez bien à gauche de dire quoi que ce soit. Donc on l'a mis sous la table et maintenant ça ressort et c'est là le problème. Sauf que nous l'avons ressorti il y a effectivement un certain nombre de temps et nous avons proposé la TVA sociale. Vous n'en voulez pas, mais il va bien falloir trouver une solution. Sinon, effectivement, tous ceux qui ont des coûts inférieurs aux nôtres continueront à nous tailler les croupières. Mais la différence, c'est qu'on en discute avec les syndicats, qu'on trouvera les moyens et qu'on taxera le capital autant que le travail, alors que jusqu'à présent, seul le travail concourait. C'est le mot de la fin, messieurs. Merci David Assouline, merci Philippe Dallier. Restez fidèles à Public Sénat. Voilà, le débat continue évidemment ce soir à 19h avec Michel Grossieur et à 22h avec Sonia Mabrouk. À tout à l'heure.